Salut! Épisode 2 des quiz sur le ferroviaire. Vous aviez aimé le premier volet, alors voilà la suite. Mais même ceux qui avaient aimé m'avaient fait remarquer que 20 questions c'était un peu long. Et que voir Jean-Pierre Foucault encore et encore c'était saoulant. Eh bien sachez que... Je vous ai compris! Donc adieu Jean-Pierre et 10 questions au lieu de 20. Une question, 4 réponses au choix, 7 secondes pour répondre à chaque question. Ouais, parce que 10 secondes c'était trop. Un point par bonne réponse. Je donne une explication sur la réponse après chaque question. Tout niveau, donc il y en aura pour tout le monde. Alors comme l'autre fois, vous notez vos points et on fait le bilan à la fin. Allez, go! Ignition sequence start. Question 1. La prime charbon pour les conducteurs n'existe plus depuis 2 ans, existe toujours, n'existe plus depuis 1974, n'a jamais existé. La bonne réponse est la réponse 3. Qu'il est bon dans une discussion de repas de famille de cracher sur la SNCF et d'y loger cette célèbre prime charbon comme un coup fatal prouvant des privilèges honteux. Oui, sauf que cette prime n'existe plus depuis 1974. Aussi, en guise de truc pour briller à table, on a vu mieux. Cette prime n'existait que du temps des trains à vapeur. Mais si elle récompensait les conducteurs qui savaient être économes en charbon dans leur conduite, elle n'existait que parce que son pendant était là. L'amende charbon, qui venait sanctionner ceux qui, au contraire, dépensaient trop. Prime et amende faisaient partie de toute une série d'ajustements sur la paye des cheminots, qui se voyaient ajouter de quelques francs ici, amputés de quelques autres là. Bien souvent, entre prime et amende, la balance s'équilibrait, et plus grand monde n'y comprenait quelque chose tant c'était complexe. À présent, vous pourrez toujours continuer à débattre de la SNCF et de ses privilèges honteux, mais au moins avec des données à jour. Question 2. Vous connaissez ces notes? Mais quelles sont-elles? Do, sol, la, mi, do, mi, sol, train en retard, do, mi, ré, fa. Ah, ce son. Entre la voix de Simone qui fait des annonces et ses notes, c'est une histoire d'amour qui commence en 2005. Avant, c'était le do mi sol. Mais voilà, après de bons et loyaux services, l'entreprise décide de rajeunir tout ça et de ranger le do mi sol au placard. Elle fait alors appel à différentes entreprises spécialisées dans les signatures sonores. Et après pas mal de recherches, le do sol la mi sort du lot. Il fallait quelque chose d'apaisant, car potentiellement on va annoncer des mauvaises nouvelles. Donc pas la peine d'en rajouter avec un jingle angoissant. Depuis, vous l'entendez, encore et encore, car il est diffusé 150 000 fois par jour dans toute la France. Perso, je commence sérieusement à m'en lasser. Et me dit qu'il serait peut-être pas mal que ce do sol la mi rejoigne le do mi sol au placard, pour être remplacé par un autre. Mais d'autres l'adorent, tellement qu'ils le reprennent pour en faire des compositions. Le plus célèbre, David Gilmour, le chanteur des Pink Floyd, qui en fait un single en 2015. Rattle That Lock was inspired musically by the sound that's played on French railway stations before they make an announcement. It's a jingle, four-note jingle. Alors, vivra, changera, on verra bien. Question 3. Qu'est-ce qu'un inspect? Un agent du service inspection? Un formulaire d'anomalie spéciale? Une barre qui sert de levier? Une manœuvre d'un train de travaux? Un wagon, c'est lourd. Même vide, c'est environ 30 tonnes. Variable suivant les modèles. Eh bien, vous ne pensiez pas être aussi fort, mais ces 30 tonnes, vous pourriez les faire bouger à la main, juste avec vos petits bras. Le secret, c'est l'inspect.
C'est un genre de grosse barre d'acier dont on va se servir pour faire levier entre le rail et la roue et qui va permettre de faire bouger le wagon sans locomotive pour le tirer, juste avec la force musculaire. Bien entendu, on ne va pas faire plusieurs kilomètres avec ça, non. C'est juste pour quelques dizaines de centimètres, mais c'est suffisant dans certains cas pour intervenir sur la voie en dessous, le rapprocher d'un autre pour les attelés et plein d'autres circonstances. On le désigne aussi sous le nom de levier pousse-wagon. Forcément, il faudra avoir purgé les freins du wagon avant, et c'est là le risque avec l'Anspect. On va pouvoir pousser, mais pas freiner. Si le mouvement va se faire hyper lentement, à chaque manipulation on bouge de 3 à 5 cm, une fois le mouvement initié, s'il y a une très légère pente, le wagon part. Et donc, on posera des cales en sécurité aux extrémités du mouvement souhaité. Le très faible coefficient de frottement entre rail et roue permet ce miracle. On peut bouger un wagon à la main. Question 4. Pourquoi est-il normal de retrouver des roues de train au fond des océans? Suite à un projet de tunnel ferroviaire qui a mal tourné, car on s'en sert pour lester les premiers sous-marins, suite à l'abandon d'un prototype de train flottant, car on les utilise comme encre. Cette colle vient d'un abonné, coucou à lui. Et tout comme vous, je découvre. Car si je vois bien l'idée de se servir des roues de train comme point d'ancrage sous-marin, économiquement ça me semble une hérésie. Et oui, la bonne réponse est en effet que des bouées de mesure océanique sont ancrées sous les mers avec des roues de train. Un peu partout sur le globe, il y a des bouées en mer. Je ne parle pas de celles qui marquent un chenal ou un risque, mais des bouées qui sont là pour faire des mesures. Pression, température d'eau, vent, courant, tous ces paramètres qui vont servir à comprendre le climat, prévoir la météo ou mesurer le phénomène El Niño. Sauf qu'en pleine mer, sans ancrage, la bouée va vite dériver. Aussi, il faut l'attacher au sol. Sol sous-marin. Et pour ça, une équipe de scientifiques a pris ce qu'elle trouvait. Des roues de train, roues usagées, récupérées à Seattle, d'où partaient les bateaux poseurs de bouées. Et surtout, on a mis en place environ 70 bouées qui sont ancrées par des fonds de 3000 à 5000 mètres de profondeur, selon la profondeur de l'océan. Et ça a été mis progressivement en place de 1985 à 1994. Ce sont des bouées qui pèsent environ près d'une tonne, ancrées avec des roues de chemin de fer, et ce qui fait que tout l'océan maintenant est pavé de roues de chemin de fer. C'est le moyen économique d'un ancrage. On récupérait des roues de chemin de fer de Seattle, et à chaque fois qu'on relève ces mouillages, à savoir tous les 6 mois, on largue les roues, et dans 1000 ans, la question se posera pourquoi il y avait plein de roues de chemin de fer au fond de l'océan Pacifique. Le chemin de fer est partout, même au milieu du Pacifique. Question 5. Un train arrive sur un passage à niveau. Vous êtes usager de la route, vous devez regarder quoi? Les barrières? Le train? Si j'ai le temps de passer avant? Les feux. Cette question paraît stupide. Pourtant, chaque année en France, ce sont 110 accidents au passage à niveau qui ont lieu avec à la clé 10 à 20 morts. 10 à 20 personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles. Car un passage à niveau, c'est de fait dangereux. Aussi, on doit voir ça comme une zone à risque et maîtriser le bon comportement face à ce risque. Et il est simple, je cherche les feux routiers. Et si ça clignote, je ne passe pas, quel que soit l'état des barrières. De même, si ça bouchonne devant, je ne m'engage pas sur un passage à niveau si je ne suis pas sûr de pouvoir immédiatement le dégager. En train, même si on vous voit, on ne pourra pas s'arrêter. Car il faudrait voir à au moins 1 km. Et tenter de voir l'emplacement d'une voiture à 1 km, vous verrez que c'est presque impossible. Aussi, quand un conducteur de train va vous voir, ce sera trop tard. Déjà, à l'approche du passage, je ralentis. Ils sont toujours annoncés par des panneaux, à 50 mètres en agglomération et 150 mètres hors agglomération. Et la physique est implacable. Le plus gros gagne. Vous perdrez toujours contre un train. Parfois, la vie, malheureusement. Non, vous n'aurez pas le temps de passer, alors attendez 2 minutes. 2 minutes pour une vie, le deal me semble honnête. Question 6. En jargon ferroviaire, c'est quoi un signal Mickey? Un signal avec la forme de Mickey? Un signal
américain, un signal à la moitié d'un quai, un signal qui porte le nom de son inventeur, John Mickey. Il existe des signaux de Mickey, voir ma vidéo de TMV. Mais là j'ai bien écrit Mickey, façon Disney. Car en effet, on parle de Mickey, pour un signal de type bas, qui a la forme des fameuses oreilles de Mickey. Et ça me fait penser à une légende urbaine qui n'a rien à voir avec ce signal, mais tout avec Mickey et le ferroviaire. La gare de Marne-la-Vallée-Chessy est celle qui dessert le parc Disneyland Paris. Un des TGV réguliers, qui s'arrêtait tous les jours dans cette gare, est exceptionnellement double. Le conducteur oublie cette particularité et fait comme d'habitude. Il s'arrête en gare en se pensant simple. Aussi, il s'arrête au milieu du quai, ce qui est trop court avec sa composition du jour, et une partie dépasse hors quai. Quelques jours après, la même situation se reproduit. Aussi, les opérateurs circulation anticipent la même boulette et préviennent le conducteur par radio. Conducteur du train machin, tu ne fais pas comme ton collègue d'il y a quelques jours. Ne t'arrête pas à Mickey. Le conducteur s'exécute. Et ne s'arrête pas à Mickey. Il passe tout droit en gare de Marne-la-Vallée. Alors, histoire vraie, légende ferroviaire inventée, toujours est-il qu'elle est connue dans toute la France. Et même avec des variantes, avec un signal de type bas en forme des oreilles de Mickey. Maintenant, vous l'avez en tête pour 2 heures. De rien. Question 7. Gaffe. Une blouse noire. Dans quelles circonstances un conducteur de train utilisait-il cette expression? Quand il voyait un auditeur sécurité? Quand il voyait un contrôleur? Quand il voyait un chef traction? Quand il voyait un personnel ministériel? Dans le précédent quiz, je vous avais parlé des casquettes des agents SNCF et des grades associés. Et bien pour les blouses, c'était pareil. Et le chef du conducteur avait une blouse noire, quand le conducteur, lui, avait une blouse bleue. La blouse était le vêtement de travail des conducteurs à l'époque thermique diesel et électrique, car le métier était encore un peu salissant. C'était issu de l'époque de la vapeur, où l'équipe était repeinte après chaque train. Avec la vapeur et les poussières de charbon, la tenue était intégrale. Pantalon plus veste, et portait un nom que vous connaissez sans doute, sans savoir qu'il vient de là, le bleu de chauffe. Si aujourd'hui c'est une expression qui veut dire se mettre au travail, à l'époque ça désignait la tenue du mécanicien et de son chauffeur. Tenue qui, avant le train, était bleue. Aujourd'hui qu'on roule sur un train diesel ou électrique, plus besoin de blouse. Bleu ou noir, elle n'est qu'un souvenir. Question 8. Dans le domaine ferroviaire, qu'est-ce qu'un chevron? Un galon sur l'épaule du chef? Un point de repère d'aiguille, un morceau de bois, un morceau de la porte des étoiles. Celle-là elle est donnée car en effet le chevron est un repère en lien avec une aiguille. Le chevron n'est pas un mais plusieurs, car il peut être pointant haut ou pointant bas. Pointant haut, il nous dit qu'on va prendre l'aiguille en talon. Pointant bas, qu'on va la prendre en pointe. En haut, il désigne le point à ne pas dépasser pour que les trains sur la voie adjacente puissent vous doubler sans frotter. Pointant bas, il indiquera le point à ne pas dépasser pour que l'opérateur circulation puisse changer l'itinéraire. Car pour rappel, ce n'est pas le conducteur qui décide de son itinéraire, mais le gestionnaire réseau. Dans les deux cas, ce point sera donc CQ avant, pas CQ après. On arrive dessus en marche restrictive, c'est-à-dire après l'application d'un article réglementaire qui nous limitera sérieusement en vitesse. Mais même à 30 km/h, arrêter 2500 tonnes au plus près, mais sans le dépasser, c'est parfois chaud patate. Au plus près, car sinon la queue du train engage peut-être encore l'autre voie. Sans le dépasser, pour les raisons exposées juste avant. Le chevron, il est vraiment plus sympa dans la porte des étoiles. Question 9. Quel est le premier record de vitesse d'un train de l'histoire ferroviaire? 2 km/h, 4 km/h, 574,8 km/h, 603 km/h.
Ici on parle de record homologué et donc mesuré. Aussi, même si le premier mouvement ne devait pas être loin du 2 km/h, non, ce n'était pas un record homologué. Par contre, le 4 km/h est bien le premier record mondial homologué. Un train de 10 tonnes qui a fièrement explosé tous les attendus en atteignant la vitesse folle de 4 km/h. Bon, c'était en 1804. Plus tard, avec la démocratisation du train et son expansion, on va très vite monter en vitesse en dépassant tout ce qui existait alors. L'homme n'était jamais allé plus vite que le cheval qu'il portait. Aussi, au-delà, c'était l'inconnu total, si bien que certains craignaient de voir le corps exploser si on dépassait les 50 km/h. Le record absolu, est toujours en vigueur, pour une machine thermique, revient au premier prototype TGV, 318 km/h, en 1972. Il était alors propulsé par une turbine à gaz. Le record, toute machine confondue, est celui du TGV en 2007, avec 574,8 km/h. La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. Il n'a jamais été dépassé depuis, pas plus en France qu'ailleurs dans le monde. Il est donc toujours en vigueur. Et ceux qui ont répondu 603 km/h, honte sur eux. C'est un maglev. Vous savez, le truc dont j'ai parlé dans une vidéo sur les fakes ferroviaires il y a longtemps maintenant. Non, ce n'est pas un mobile ferroviaire. Alors quittez immédiatement cette chaîne. Bon, ok, restez. Mais c'est bien parce que c'est vous. Question 10. Quel est le billet le plus cher du monde? Un billet TGV réservé en dernière minute? Le billet pour l'Orient Express? Le billet pour le Transsibérien? Un billet pour le Shiki-Shima? Étonnamment, et malgré toutes les vidéos qui nous expliquent que le yield management est cause de toute pauvreté en France, non, ce n'est pas le billet TGV qui décroche la timbale. L'Orient Express, là il y a débat, car l'Orient Express fait plusieurs trajets, et forcément en fonction des trajets, le prix varie. Le trajet des amoureux, le Paris-Venise, ne coûte que 4 000 € par personne. Par contre, si vous optez pour la version historique, le Paris-Istanbul, là il faudra taper mamie pour un petit billet, de 15 à 20 000 € par personne. Le Transsibérien, là encore, c'est hyper variable, car une douzaine de trains différents portent ce nom. Forcément, le standing et le parcours sont très différents. Si vous optez pour la version Grand Luxe, le Golden Eagle, et le parcours historique, Moscou à Vladivostok, ça vous fera presque 10 000 km et un billet à 16 000 €. Et enfin le Shiki-Shima. Là, on part au pays du soleil levant, le Japon. Là, on est sur du très très haut niveau, dont le nom signifie île des 4 saisons. Il ne fait pas un très long parcours puisqu'il ne parcourt que 1200 km. Mais alors, dans un luxe. Bon, déjà un chiffre. Le train complet embarque 34 voyageurs. En tout. Et ce n'est pas un petit train car il fait 10 voitures. C'est dire le service haut de gamme qu'on veut y voir. Salon panoramique, jacuzzi, restaurant gastronomique, servi par les plus grands chefs. Tout ça dans des voitures faites des bois les plus précieux, au service d'une modernité sachant conserver le charme traditionnel. Oui, je sais, ça fait un peu slogan pub, mais non. Je viens de l'écrire en regardant les photos de ce train hyper luxe. Ah oui, un détail. Le prix du billet pour une personne, 12 000 €. Alors petit bilan sur cette question, qui gagne? Bah personne. Mais vu que je suis gentil, tout le monde. Bravo! Enfin, sauf ceux qui ont répondu le TGV. En effet, les prestations sont tellement différentes, les temps de trajet et distances variables, que tout classement est totalement stupide. Donc si vous avez répondu 2, 3 ou 4, vous marquez un point. Et vous rêvez. Et nous arrivons déjà au bout de ce quiz. Faites votre total de points. C'est bon, c'est fait. Alors, le classement. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Car le but est uniquement d'apprendre et de partager. Vous avez gagné si vous avez appris un ou des trucs. Moi, j'ai appris en écrivant tout ça. Alors j'ai gagné. Si vous aimez, dites-le. J'en referai. Allez, à bientôt. Et tchou-tchou. T'es encore là?
Alors c'est que t'es un puriste de la chaîne, et c'est à toi que je voulais parler ici. Tu vois le bidule là-haut, il dit que ma chaîne est à 98 vidéos au moment où j'écris cette 99e. La prochaine sera donc la 100e. Ouais, j'ai un gros niveau en maths. Oh là! Et vu que depuis le début de cette chaîne, on me demande qui je suis, ce que je fais dans la vie, pourquoi cette chaîne, et tout plein de questions de ce type, je me dis que pourquoi pas faire de la 100e une FAQ. J'ai toujours pensé cette chaîne comme étant impersonnelle. Je hais profondément les selfies et ceux qui en abusent. Je déteste ceux qui se servent du train pour exister. Aussi, j'ai toujours pris soin de rester en retrait de mes sujets. Ici, la star, c'est le train, pas un gars qui voudrait briller sur son dos. Mais voilà, vu que je n'ai pas spécialement d'idées lumineuses pour la 100e et que certains aiment découvrir la face cachée des choses, ce sera ça. Alors, c'est open bar pour les questions dans les commentaires. Lâchez-vous. Bon, bien entendu, question en rapport avec la chaîne, et pas sur un thème ferroviaire spécifique, une FAQ quoi. Allez, à bientôt et re-tchou-tchou.